Bonjour Maria Chevolot. Bonjour Anne-Constance et bonjour à tous les habitants de Mayotte. On va parler, vous êtes sage-femme, vous faites partie du bureau de Repema. On va parler avec vous ce matin d'allaitement parce qu'effectivement c'est une mini problématique mahoraise qui est en train de se mettre en place. Quelle est aujourd'hui la situation précise, Maria, de l'allaitement à Mayotte ? Oui, alors donc je voulais juste dire qu'on était en pleine semaine mondiale de l'allaitement maternel et que en fait Mayotte s'inscrit aussi dans cette semaine et il y a eu beaucoup d'interventions et de mise en place d'actions la semaine dernière avec Repema et et la Croix-Rouge et aussi les PMI où il y a eu des ateliers donc notamment aux quatre coins de l'île de façon en fait à promouvoir l'allaitement maternel et aider. Au niveau de Mayotte en fait on a un taux d'allaitement maternel dans les statistiques qui est assez important. Mais quand on regarde dans la réalité, en fait, cet allaitement maternel exclusif se tarit à partir du premier mois, puisqu'en fait, on se rend compte que très vite, le biberon est réintroduit. Et c'est fort dommage parce que au niveau de l'OMS, au niveau de l'allaitement maternel, il est recommandé d'avoir 6 mois d'allaitement maternel exclusif. Et pendant au moins ces 6 mois, on a un passage, même après, des anticorps maternels qui vont protéger le bébé. Justement, l'OMS dit 6 mois. Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Pourquoi 6 précisément? C'est quoi c'est quoi l'avantage d'allaiter son enfant 6 mois? Mais en fait, ce sont des études statistiques. Oui. Il y a eu en fait des études qui ont été faites par rapport à l'apparition de maladies chez certains enfants. Et du coup, on s'aperçoit que donc dans la grande majorité des cas, au niveau statistique, toutes ces courbes s'inversent jusqu'au 6e mois. Ça va au-delà aussi, mais en fait, le pic maximum est au 6e mois. C'est pour cela, en fait, qu'il est important d'allaiter son enfant. Et après, à partir du 6e mois, on va introduire un autre type d'alimentation. Pour certaines, introduire certains aliments, les légumes et autres. Mais l'allaitement reste à privilégier quand même. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, vous avez commencé à l'évoquer, un passage des anticorps de la maman vers le bébé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quels sont les autres avantages? Alors, les autres avantages chez l'enfant, ça va protéger de certaines maladies ou infections, comme par exemple tout ce qui est diarrhée, en fait. On est en pleine période où il y a des bronchiolites. Quand on allaite, en fait, son bébé, il semblerait, d'après les études, que ça diminue aussi le taux de bronchiolite. Chez l'enfant, en fait, du fait de cette interaction entre la mère et l'enfant quand on allaite, on va avoir une meilleure, développement psychomoteur de l'enfant. Donc ça, c'est important. Bien sûr. Et puis, le lait, il est riche de plein d'aliments, de nutriments qui vont développer en fait le système nerveux de l'enfant. Et chez la mère aussi, on a des avantages. Chez l'enfant aussi, un peu plus tard, on a remarqué que certaines études ont montré que chez les enfants qui ont été allaités, on avait un petit peu moins de taux de diabétique. Et à Mayotte, c'est quand même un problème de santé publique. J'ai une question toute bête à vous poser. Oui. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Certaines mamans, notamment dans les quartiers en difficulté, sont pauvres, présentent des carences en alimentation. Alors, est-ce que c'est bien recommandé d'allaiter son enfant quand soi-même on ne mange pas très bien et que peut-être le lait n'est pas assez riche? Alors, ce n'est pas une histoire de richesse, en fait. C'est une histoire de quantité de lait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que les mamans à Mayotte, je ne vais pas en faire une généralité, mais on a une population très jeune. Donc, en fait, parfois, on n'a pas de retour de couche. On parlait la dernière fois de la contraception. Il y a, quand on a un enfant et qu'il faut allaiter son enfant, si on est en état de précarité économique et sociale, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez à manger, il y a un état de dénutrition chez la mère qui peut entraîner une malnutrition chez l'enfant. Sauf qu'il y a quand même une politique de santé et qui est faite justement pour essayer d'éduquer la population. L'ARS en fait développe en partenariat avec différentes instances, le département, le Repema et d'autres associations, une politique de santé pour pouvoir en fait promouvoir au niveau nutrition et le manger-bouger aussi et manger sainement pour promouvoir en fait tous les éléments de base qu'on a à Mayotte
qui peuvent être une richesse et permettre de se nourrir en fait de façon beaucoup plus équilibrée. Et il est vrai que lorsqu'on allait, il faut manger équilibré. Mais c'est vrai qu'on a plein de ressources naturelles à Mayotte. On a plein de légumes, plein de fruits. Donc c'est aussi une éducation au niveau de la population. Ça fait partie aussi de tout ce qui est pédagogie, aller vers la population pour pouvoir promouvoir tout ça et donner les garanties, les gages aux mamans de pouvoir faire un allaitement. Et puis aussi, il faut rajouter peut-être une politique, mais ça ne m'appartient pas, voilà, au niveau de tout ce qui est précarité économique et sociale pour pouvoir accompagner les familles. Alors, Maria Chevolot, vous disiez tout à l'heure, ici à Mayotte, après un mois d'allaitement, les mamans, pour beaucoup, interrompent l'allaitement. Pourquoi ? C'est un mystère. En fait, elles réintroduisent le biberon. Donc souvent, elles nous disent parce qu'elles n'ont pas le temps, pour celles qui travaillent, parce que il faut reprendre le travail, donc il faut redonner donc, le biberon au bébé. Par contre, il y a des moyens comme le tire-lait, pouvoir tirer son lait pour pouvoir donner au bébé, se garder des petites plages au niveau de l'allaitement pour pouvoir, par exemple, une tétée de confort et de réconfort, surtout le matin ou le soir avec l'enfant, de façon à ce qu'il soit toujours avec cette fusion mère-enfant. Et paradoxalement, on a remarqué que dans les pays en fait, de l'océan Indien et dans certains pays en fait, où il y a une précarité économique, il semblerait que en fait, les mamans donnent le biberon parce que c'est un signe de richesse. Donc ce sont les représentations sociales, quelque part, et la pression de la société qui peuvent induire d'arrêter. Alors c'est une très mauvaise idée, en fait. Oui. Surtout quand ça marche. Bon, quand ça marche pas, mais quand l'allaitement marche, c'est dommage de se priver de ça. Oui, en fait, ce qui est dommage... Je dis se priver, de priver l'enfant et de priver la maman également. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'allaitement, c'est gratuit. Déjà en plus, et en plus, comme on a dit, il y a plein de bénéfices pour la mère et pour l'enfant. Donc c'est un peu dommage. Et puis il y a cette relation mère-enfant, cette représentation et c'est le poids en fait du social, enfin de tout ce qui est tout ce qui peut en fait empêcher la maman de donner le sein. C'est quand même un petit peu dommage. Mais Maria Chevolot, ici à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes mamans. Oui. Il y a peut-être aussi cette jeunesse qui fait qu'on se laisse facilement influencer. On le dit, n'ayons pas peur de le dire, sur Coésie on se dit tout. Certaines jeunes filles ne veulent pas abîmer leur sein en allaitant. C'est aussi une représentation. C'est vrai ou c'est faux? L'allaitement abîme la poitrine? Non, pas du tout. L'allaitement n'abîme pas les seins. En fait, quand on est enceinte, on prend... nos seins augmentent un petit peu en volume, donc on prend 2 ou 3 tailles de poitrine, donc voilà. Au niveau soutien-gorge, il faut le dire, c'est vrai. Après, il y en a qui sont contents de tout ça, les maris ou les partenaires. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ça n'abîme pas du tout les seins. Aussi, quand on a des montées de lait, c'est au moment où on a la montée de lait. Ensuite, quand le bébé prend le sein, le sein reprend sa forme et ça se régule. Et puis, ça n'a jamais déformé les seins et ça n'a jamais laissé en fait de stigmates au niveau des seins. Donc ça, c'est aussi en fait une petite légende, un hari-hari comme on dit ici à Mayotte. Alors comment, parce que à Mayotte, déjà en métropole, quand on accouche, on nous renvoie très très vite à la maison. À Mayotte, encore plus rapidement. Comment les sages-femmes peuvent faire leur travail finalement de sensibilisation et aussi d'accompagnement de la nouvelle maman, enfin celle qui n'a jamais eu d'enfant, puisque quand on en a déjà eu 1 ou 2 ou 3, l'allaitement ça vient tout seul, mais le premier c'est pas forcément évident. Oui, c'est vrai. Donc en fait les sages-femmes, il y a aussi plein de professionnels dans les PMI, par exemple PMI côté enfant, où il y a des infirmières puéricultrices, tous les agents de PMI. Donc en fait toutes ces personnes qui peuvent contribuer en fait à aider et donc à ce que l'allaitement se passe bien. Donc on le fait au moment de la grossesse en faisant des cours de préparation. On peut en fait parler justement de l'allaitement, montrer le positionnement qui est important, parce que souvent dans ce que vous disiez, on dit ça déforme les seins, mais on dit ça fait mal aussi au sein. Ça fait mal pourquoi? Parce que le bébé est mal positionné. Donc en fait ces professionnels sont là pour montrer un petit peu comment mettre l'enfant en sein,
pour justement éviter ce type de désagrément. Et en fait, donc, il y a plein de professionnels. Donc, il y a le réseau REPEMA qui, lui, donc, va organiser des ateliers, va former aussi les sages-femmes et les agents de différentes institutions pour justement pouvoir encadrer tout le monde. Il y a les sages-femmes de PMI et surtout en PMI enfant, où en fait on fait un travail autour de l'allaitement maternel. Les médecins généralistes aussi peuvent donner des conseils et tout un tas de personnes. On a aussi des relais communautaires puisqu'on va beaucoup vers la population et beaucoup de personnes sont formées en santé communautaire. Donc là, on a des relais communautaires au sein des quartiers qui permettent aussi de transmettre le message, transmettre les informations en disant allez voir un professionnel, en passant tous ces messages de prévention, de pourquoi il faut allaiter et aussi de nutrition, puisqu'on en parlait c'est quand même très important. Et donc, c'est quand même très important. Alors, il y a un petit message quand même qu'on évoquait quand on préparait l'émission, et il me semble être utile de le rappeler. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger quand on allaite? Puisque il y a pareil dans les représentations, on dit qu'il ne faut pas manger de piment. C'est vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire pour le bien du bébé? Alors, pour le bien du bébé et son bien aussi, donc on a le droit de tout manger. Là, j'insiste bien là-dessus parce que vraiment, il n'y a rien qui va passer dans le lait, puisque en fait, je caricature les choses, mais on n'a pas un tuyau qui va de l'estomac au sein. Donc en fait, tous les aliments que l'on mange vont de toute façon ne pas passer dans le lait, et puis même, quand bien même, par exemple, vous parliez du piment, in utero, en fait, il y a tout qui passe au niveau du liquide amniotique et à travers le placenta, puisque c'est le placenta qui nourrit le bébé par l'intermédiaire du sang de la maman. Donc en fait, le piment et tous les autres épices et tout le reste, le bébé, il est déjà habitué in utero. Donc il n'y aura pas... Il ne le découvre pas. Et en même temps, en fait, les seules choses en fait, qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est... à base où il peut y avoir des pesticides, donc les fruits et les légumes. Il faut bien laver les fruits et les légumes et tout ce qui fait partie des conduites addictives. Donc, par exemple, tout ce qui est caféine, cigarettes, le tabac, la drogue, l'alcool. Ça, par contre, ça passe dans le lait. Non seulement ça passe dans le lait, mais ça passe aussi dans le placenta et ça va chez l'enfant. Donc, en fait, un enfant, par exemple, d'une maman alcoolisée, il va y avoir des retentissements chez l'enfant, sur son système nerveux, même sur le poids de son cerveau. Chez une femme qui fume, en fait, le tabac va rendre le bébé, ou qui prend de la drogue, qui est en état de drogue, le bébé devient hyper excitable une fois qu'il est né, un peu comme un état de manque. Et là, l'enfant pleure, et ça peut être aussi une entrave en fait à l'allaitement parce que l'enfant est un peu agité, la maman ne sait pas comment faire, et donc voilà. Donc en fait, on peut tout manger, mais éviter tout ce qui est pesticides et conduite addictive et tabac. Merci beaucoup, Maria Chevolleau. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Oui, ça passe très très vite. Oui. Vous revenez bientôt pour nous apporter d'autres informations. Quand vous voulez, avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, merci, au revoir et bonne journée à tout le monde. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.